Pardon pour cela. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour votre participation, que nous espérons très active à cet événement. Vous avez répondu nombreux à notre invitation, puisqu'il y a plus de 130 personnes qui se sont inscrites. On est déjà un peu plus de 40. Le panel de participants est très diversifié puisqu'on a aussi bien des étudiants que des GM, des DRH, et nous sommes très heureuses de cette diversité. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Pauline Rambaud, conseil en ressources humaines pour les sciences de la vie chez GenSearch, et Camille est également consultante en recrutement, mais aussi coach. Alors, je voudrais avant tout adresser un immense merci à nos femmes GM qui ont accepté avec beaucoup de gentillesse et une très grande sincérité de se prêter à ce jeu de questions-réponses sur leur parcours de femmes GM Pharma en France. Après cet échange, vous aurez tout le loisir de poser les questions que vous souhaitez dans la session questions-réponses qui est sur la gauche de l'écran. Nous allons avoir autour de la table, je les laisserai se présenter, mais pour vous dire aussi celles qui vont nous rejoindre, Clarisse Lost, Émilie Buja, Monica Janique, Catherine, dont on n'entend que la voix, et on espère que Laurence Faboumi va nous rejoindre. Cet événement a pris naissance lors d'une conversation avec Catherine Rive, parce que je lui partageais mon plaisir de voir le nombre de femmes GM Pharma France augmenter. Et Catherine m'a dit, oui, c'est bien joli, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir comment on arrive là, comment on franchit les dernières étapes et comment on pourrait aider celles qui ont envie de franchir cette étape. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, chiche, organisons cela. Et puis ensuite, à GenSearch, on s'est dit que ce partage d'expérience, en fait, on pourrait le répéter sur d'autres thématiques qu'on rencontre dans notre métier en RH, sciences de la vie, autour de femmes entrepreneurs en health tech, autour de femmes qui sont dans le capital risque, d'où l'envie de créer toute une série de webinaires, en fait, qu'on a appelé les forums. Donc, Catherine, tu as non seulement donné l'idée, mais tu as aussi gentiment accepté de faciliter cette table ronde. Je te passe donc la parole pour les premières présentations et questions. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez toujours pas? Si, Émilie, tu... Ah, Émilie, tu es... En mute. En mute. Oui, pardon. Oui, Catherine, moi je te vois et je t'entends parfaitement. Ah ben parfait. Bon, on va continuer comme ça. Écoutez, merci à tous et puis merci à Pauline et à toute l'équipe de nous avoir organisé cette session d'échange. Je crois que l'invitation était vraiment en priorité envoyée à certaines personnes pour que nous puissions avoir justement un temps d'échange. Je pense que nous avons toutes assisté à des webinaires dans lesquels on entendait beaucoup de personnes et on n'a pas pu poser les questions. Et je pense que ce soir, j'espère qu'on va pouvoir avoir un temps d'échange important avec l'ensemble des participants. Alors, dans le panel ce soir, nous avons des femmes extraordinaires, mais ça on le savait, parce que sinon on ne serait pas là. Mais surtout, je pense que nous avons 3 parcours, Clarisse, Monica et Émilie, qui sont des parcours, je dirais, extraordinaires au sein d'un même laboratoire, même au sein d'une même entreprise. Et puis Laurence et moi qui avons, je dirais, changé, papillonné entre des différents allers-retours entre différents laboratoires. Et c'est ça aussi la richesse de l'échange. Ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, c'est de vous présenter rapidement et puis de faire vraiment un détail spécifique dans votre parcours sur lequel vous voudrez que les gens retiennent. Parce qu'on a tous accès à LinkedIn. Je pense que si on peut avoir plus de détails, on ira voir sur LinkedIn. Mais est-ce qu'il y a une particularité dans votre parcours sur laquelle vous voudriez que l'ensemble des internautes retiennent? On commence par toi, Clarisse? Allons-y, je ne vous vois pas, mais j'espère que vous m'entendez. En tout cas, nous te voyons. Voilà, je ne sais pas si mon parcours est extraordinaire, je pense qu'il y en a beaucoup, mais juste de partager l'ensemble d'entre nous, y compris les participants ce soir, je pense que ça peut aider certaines, tant mieux, ou certains d'ailleurs. Voilà, donc très rapidement, mon parcours est assez simple, puisqu'assez linéaire, 22 ans chez MSD, donc groupe Mertenco au niveau international. Je suis passé par différents postes commerciaux, surtout marketing.
Voilà, et je pense que voilà, les deux éléments que j'aimerais souligner, qui ont sans doute, que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est même si je suis resté 22 ans dans la même entreprise, si je suis resté, c'est que j'ai continué à apprendre tout au long. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et puis de savoir, même au sein d'une même entreprise, sortir de sa zone de confort. Et donc, sortir de ces zones de confort, c'était 2 passages à l'étranger, au Canada et en Belgique, qui ont été assez révélateurs pour moi. Et puis 2 autres moments où j'ai pris des jobs auxquels je ne m'attendais pas, auxquels je n'ai même pas postulé, avec des grandes responsabilités, et c'est mes boss qui me l'ont proposé et qui ont accéléré ma... Alors, on a perdu Clarisse. Peut-être, avant de reprendre, Clarisse va nous rejoindre certainement. On continue peut-être avec Monica et puis on reprendra Clarisse quand elle nous rejoindra. Yeah, okay. Thanks, Catherine. I think it's great to be in this panel because I think always to share experience and to have the exchange is a great one. So thank you very much for having me here. From my professional life, I was also with Merck Sharp and Dohme like Clarisse, 9 years, and then since 18 years with Novartis, also in very different positions, always commercial positions. And then 2 roles as a GM, one in Switzerland and now in France. And if I look what was, for me, the things where I learned the most was then when I had bosses who gave me the freedom to do things I would have never expected to do so. So I was in Switzerland, I was able to move the whole affiliate to a total different place, in losing 80% of the people, because Swiss people don't like to move. They like to stay where they are. And to build then a new organization was a really great experience also as a leader. If you lose 80% of your people, then you have to, at the same time to deliver, then you learn a lot about yourself, but also how to accelerate future development. The other point was for myself is also to go, like Clarisse said, to different countries. So I'm born in Germany. Go to Switzerland seems to be a little step, but it's really a total different language, the Swiss German. So it was there for me really to adapt to a new culture, and then also going to France to a new culture. And to have this opportunity, it was really great in my professional life. Oui. Merci Monica. Alors, Émilie, Oui. qui est peut-être, je crois que tu es la seule personne que je ne connais pas, puisque j'ai fait mes études avec Clarisse, j'ai travaillé avec Laurence, je connais Monica. Et donc, qui es-tu, Émilie? Bonjour à tous, merci Catherine. Alors, je suis aujourd'hui la GM de Upjohn, qui est donc une ex-filiale de Pfizer et désormais une filiale du groupe Viatris. Et donc, c'est une expérience de GM assez riche, je dois dire, pour une première expérience, puisque donc j'ai pris mon poste au sein d'un groupe qui était le groupe Pfizer et nous avons transitionné avec cette filiale au sein d'un autre groupe très différent, parce que vous imaginez bien que le groupe Pfizer n'est pas exactement de la même composition que le groupe Viatris, qui est composé de Mylan plus Upjohn. Donc une expérience pour une première expérience de GM, jeune GM, très intéressante. Peut-être pour dire 2 mots sur mon parcours, donc je ne suis pas pharmacienne, contrairement à beaucoup, et donc c'est peut-être des choses aussi qui feront écho avec nos participants. Et je n'ai pas fait toute ma carrière ni au commercial ni au marketing. J'ai beaucoup navigué chez Pfizer, beaucoup de fonctions. J'ai commencé de manière assez étonnante à l'informatique. Vous voyez, je connais d'autres GM qui ont ce même parcours, notamment chez BMS, et je pense à un homme que j'ai croisé chez Pfizer. Donc, tout est possible. Et une carrière notamment beaucoup dans le business excellence et en corporate communication avant de bifurquer vers le marketing et ce premier poste de GM. Donc, peut-être un petit mot, et c'est mon learning en tous les cas, c'est de dire que d'où qu'on vienne au sein d'une entreprise, on peut devenir GM. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de chemin tracé. Voilà,
l'avantage d'un poste de GM, c'est qu'il couvre toutes les zones de l'entreprise, de la finance à l'informatique, aux services généraux, au commercial évidemment, au market access. Et donc avoir une vision à 360 de l'entreprise, c'est ce qui permet, je pense, de pouvoir prendre ce type de poste. Donc en tous les cas, ne pas se fermer de porte, même quand on n'a pas, je dirais, un parcours totalement linéaire. Et comme Clarisse, j'ai passé quasiment 15 ans de ma vie chez Pfizer et donc voilà, avec un parcours très différent et un point d'arrivée certes un peu différent. Je ne suis pas patronne de Pfizer France, mais malgré tout, voilà, une responsabilité de filiale. Et donc, Clarisse qui nous rejoint à nouveau. Donc, tu étais en train de dire que tu avais pris un poste, des postes particularité dans ton CV, hein, c'est que tu as pris des postes dans lesquels tu t'attendais pas. Tu veux finir peut-être ton introduction autour de ça? C'est un peu la ligne de ma discussion peut-être aujourd'hui que j'aimerais partager, c'est que j'ai jamais appliqué sur aucun job, à part le dernier, celui-là que j'ai aujourd'hui, qui est président de la filiale française de MSD depuis 2 ans. Mais à 2 fois dans ma carrière, on m'a proposé des jobs qui étaient clairement beaucoup plus capés que à quoi je croyais pouvoir prétendre. Et c'est parce que j'ai eu et donc c'était une première fois tout simplement, j'étais chef de produit junior, je démarrais, je me suis retrouvée toute seule et on m'a proposé le poste de chef de gamme d'un coup parce que voilà, il n'y avait personne. Ça fait un peu peur, ça donne le vertige, mais ça m'a donné une première accélération et un deuxième pareillement sur mon premier poste au comité de direction, BUD. Et j'ai jamais rien demandé en fait, donc on pourra y revenir, mais pour moi ces accélérateurs montrent qu'on peut avoir confiance et que parfois on n'ose pas soi-même. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui au travers de ces différents parcours GM de MSD en France, mais on y reviendra tout à l'heure. Merci Clarisse. Alors Laurence, je ne sais pas si tu parles, tu peux nous entendre? Donc Laurence ne nous entend pas. Donc, tu nous entends Laurence? Bon, je pense qu'on va laisser Laurence essayer de se reconnecter. Alors moi, particulièrement, peut-être une des particularités dans mon CV que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que j'ai commencé en officine. Comme beaucoup de personnes, hein, parce qu'on est quand même quelques pharmaciens autour de la table. Et donc, j'ai commencé à travailler dans l'officine de ma mère, tout simplement. Et j'étais plutôt destinée à reprendre l'officine jusqu'à mon premier stage dans un labo. C'est comme ça que je suis tombée dans la marmite. Voilà. En attendant que Laurence, j'espère que tu vas pouvoir vraiment te connecter. Alors, quand on a discuté avec Pauline, on s'est dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes BUD hein, ou dans le business, et puis il y a très peu de femmes qui deviennent tout d'un coup GM, ou est-ce qu'il y a un véritable plafond de verre? Qu'est-ce qui a fait que dans votre carrière, hein, vous avez tout dit, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez eu ce coup de pouce qui a fait que vous avez eu ce poste, ou vous avez mérité ce poste, ou on vous a mis à ce poste? Quelqu'un veut se lancer? Je ne sais pas qui est en ligne en fait. Ah, vas-y Clarisse. Alors déjà, pour moi, il y a quand même un vrai raz-de-marée en ce moment de beaucoup de GM femmes. Donc ça progresse très vite. Alors peut-être qu'il y a eu le commentaire de se dire c'est chouette, mais est-ce qu'il y a encore un plafond de verre? Moi, je suis une éternelle optimiste, hein, et je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est un effort qui a commencé il y a déjà plus de 10 ans, voire 15 ans dans certaines entreprises. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a quand même une dynamique qui est un peu différente sur laquelle on peut surfer. Alors, du coup, moi, je serais très intéressée de savoir un peu les questions aussi des participants pour arriver à mieux cibler mon discours. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais été, effectivement, ça n'a jamais été un objectif en soi. Mon objectif a toujours été d'apprendre et de prendre du plaisir. Donc, j'ai jamais pensé à ce poste de GM. J'ai jamais pensé au poste d'après. Et j'ai tout le temps cherché à avoir des postes qui me développent et où je prenne du plaisir parce que c'est là où on excelle en général. Et c'est d'autres qui ont vu sans doute, je sais pas, le potentiel ou je sais pas quoi en moi et qui m'ont donné cette chance et qui m'ont poussé en fait.
J'aurais tendance à dire, même à l'inverse, j'ai plutôt ce syndrome de l'imposteur qu'on décrit parfois chez les femmes, même encore aujourd'hui. Et je remercie encore des mentors qui ont cru en moi. Et donc ça, c'est l'un des points importants, je dirais, ce plafond de verre, c'est d'être bien entouré, en tout cas avoir des sponsors, des mentors qui sont là aussi pour nous montrer la voie et nous pousser un peu plus loin que ce qu'on voudrait aller chercher parfois soi-même. Émilie, Monica? Yeah, you know, it resonates a lot what Clarice said, huh? Because I had this also, I never made a career plan. So, if, you know, you have to do that sometimes in the companies where you want to go. And I never did that because I wanted to learn, I wanted to develop, and also to have that I enjoy what I'm doing every day. You know? Because I had in my past a job where I was not enjoying what I do every day. And it was awful. And this was when I worked as a chemist in a production site. And I then really went for the decision to change my professional life because it was not that what I wanted to do till 65. And I think there is a part of what we can do as females, because I think we are belonging to the best educated generation, we all who are in the call. If I look at my mother, my grandmother, they was never so educated as we are today. And we can also change that this glass, what you said, this wall is not there anymore. If we are really developing and also bring back what we experienced, saying that people believed in us, pushed us. I was also pushed to go for certain positions. If we do the same and not give up and develop people and develop females to go to these positions, I think we can make a real difference all together. Mm-hmm. Alors moi, bizarrement, contrairement à vous deux, et avant d'aller sur Émilie, alors moi, je voulais vraiment ce poste de GM. Alors peut-être que après avoir fait beaucoup de BU, petit, grand, hôpital, ville, spécialité, non spécialité, etc., je me suis dit, il manquait toujours une dimension. Et je pense qu'en tant que GM, on met véritablement la patte et on peut vraiment driver une culture, driver les équipes. Et donc, il me manquait toujours un peu cette dimension-là, et donc je le voulais vraiment. Et c'est pour ça que je suis retournée chez UCB, qui m'a donné cette opportunité que je n'ai pas eue dans mon précédent laboratoire. Donc, c'est quand même, voilà, donc c'est peut-être un autre regard. Et toi, Émilie? Alors, moi, je me retrouve beaucoup dans ce que Clarisse a pu dire, en fait, trouver des gens qui vont être des supporters. Et pour moi, c'était vraiment pas une évidence de devenir GM, surtout avec mon parcours en interne chez Pfizer, qui était beaucoup moins commercial et marketing, et donc avec pas de responsabilité au préalable de directrice de BU, pas comme toi, par exemple, Catherine. Et du coup, en fait, oui, c'est des personnes, c'est des rencontres et des gens qui vont pousser, en fait, à réfléchir un petit peu différemment à des chemins de carrière. Et notamment, je me souviens d'un de mes boss, il y a une dizaine d'années, qui m'avait dit, il faudrait que tu songes à un moment donné à devenir directrice de BU. Et pour moi, ça me paraissait totalement inaccessible et totalement inatteignable, étant donné mon background, étant donné ce que j'avais fait au sein de l'entreprise. Et puis, je ne sais pas, il a sans doute dû planter un petit peu la graine. Et quand il y a eu cette opportunité de prendre le poste de DG de Pfizer PFE, j'ai hésité. Je ne me suis pas dit naturellement que c'était un poste pour moi. Et puis, j'en ai parlé avec ma boss de l'époque et qui m'a dit « Mais oui, tu devrais y aller ». Et j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Je me disais que je ne cochais pas toutes les cases et qu'il y en avait d'autres qui seraient certainement bien mieux positionnés que moi. Et elle m'a dit « Tu poseras un cas de conscience à ton recruteur ». Et voilà, je suis tombée sur un recruteur qui, vraisemblablement, comme Clarisse, a vu un potentiel plutôt qu'un track record et qui m'a donné cette chance il y a maintenant 3 ans. Donc oui, c'est vraiment des rencontres et des gens qui vont être là pour pousser et accélérer un petit peu les carrières et nous faire réfléchir aussi différemment à la façon de nous projeter. Et je pense que c'est surtout ça, c'est avoir beaucoup d'ouverture par rapport à la façon dont des gens un petit peu plus seniors vont pouvoir en fait projeter votre propre carrière et après vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Mais avoir cette ouverture en tous les cas et cette écoute, je pense que c'est vraiment important parce que c'est des gens qui apportent beaucoup en termes d'accélération. Merci. Est-ce qu'on a Laurence avec nous? Tu nous entends, Laurence? Laurence, tu nous entends? Bon.
Bon, on va continuer à... Ah, tu nous entends très bien. Est-ce que... Donc, on va continuer à régler le problème de son avec Laurence parce que nous ne t'entendons pas. Donc, quand je vous entends toutes les trois, j'ai l'impression qu'il y a dans votre parcours un mentor, quelqu'un qui vous a orienté, qui vous a guidé. Est-ce que c'est ça le facteur clé de succès de votre parcours quand vous regardez un peu en arrière? Pour moi, il y en a deux que je pourrais peut-être souligner. Clairement, avoir des bons mentors, un bon network, ça joue. Je pense qu'il y en a un très simple aussi, c'est de choisir une entreprise. Il y en a beaucoup qui parlent, il y en a peu qui agissent, ou il y en a de plus en plus, heureusement. Donc, c'est aussi de choisir une entreprise qui est vraiment inclusive, hein, qui respecte la vie personnelle des gens et de l'égalité homme-femme et de la diversité en général une priorité. Donc, je pense que ça, c'est important quand je choisis une entreprise. Moi, je l'ai fait par hasard, je ne savais pas, ce n'était pas un sujet important, mais en tout cas, je l'ai vécu, parce que ce que je n'ai pas dit sur mon parcours, j'ai aussi eu 3 enfants, j'ai un mari qui a une carrière, qui bosse beaucoup, et donc j'arrive à gérer les deux. Et donc voilà, le choix de l'entreprise, je pense que ça, c'est quand même important, il faut le dire. Donc LinkedIn, c'est important de regarder un peu, de se renseigner sur les entreprises. Le deuxième, et je pense que moi je dirais le plus important, c'est le courage en fait. C'est oser faire des choix. Alors c'est vrai dans le business, on le voit quand on fait des choix un peu audacieux et ça paye ensuite en termes de performance ou autre chose. Et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est aussi oser dans le choix des postes. Que ce soit voilà, on est toutes les trois, on a toutes parlé, c'est oser prendre des jobs qui sont peut-être un peu, ça fait peur au départ, mais parce qu'on ne sait pas notre zone de confort, c'est trop de responsabilités, on se dit est-ce qu'on en est capable, ou c'est un domaine que je ne connais pas du tout. C'est oser faire confiance dans nos mentors qui nous y voient bien et qui ont cette expérience-là. Et je pense que ça, il faut avoir cette écoute pour faire ces choix audacieux, parce que c'est en apprenant qu'on arrive à se développer. En fait. Et donc, à l'inverse, ce que disait Monica aussi, c'est à nous maintenant de stimuler d'autres qui sont plus au démarrage de leur carrière et de les développer. And perhaps to add to that, what you said, Clarisse, is also the resilience part. Because if you go in a new position, you will not succeed immediately. You will have a lot of learnings and you will also have a lot of, you will make mistakes. So it's also the resilience part to believe also in yourself and to go further. And this, I think, is also a part of that, with the courage that helps in this position. Et donc, Monica, tu as eu toi aussi des mentors, des accélérateurs ou des gens qui t'ont dit tu peux le faire? Mm-hmm. Yeah. And it's funny, and I will share that if I have discussions with females, they always tell me what they not can do. I cannot do that in this job, not this, and this. And I ask always the same question. Would you think that if a male would tell me what he is not able to do in the new job? And then they smile. And I think this is what Clarisse also discouraged, to go for a new job, to say, I can learn there something and really go there. And it's also on us to support. I had also supporters in my life to help me to get there. And I would also like to bring something back. Et toi, Emilie, à ton profil, alors, du coup, qui est très atypique, tu es quand même passé par un master en communication, donc tous mes respects, Clarisse et moi, en tant que ancienne et actuelle présidente des commissions communication, on sait à quel point c'est difficile, donc bravo. Et donc, tu as eu toi aussi des mentors ou des accélérateurs? Oui, vraiment 3 personnes qui ont beaucoup marqué ma carrière, des gens qui étaient à l'international, donc des profils voilà, sur des postes internationaux, avec une vraie ouverture justement, et 2 hommes, je tiens à le souligner, 2 des accélérateurs ont été 2 de mes managers qui étaient des hommes et qui justement faisaient un petit peu feu de tout bois et regardaient un petit peu les trajectoires et m'ont orienté justement à penser un
petit peu différemment ma carrière. Et je les remercie infiniment parce que sans eux, je serais pas là où je serais. Enfin, voilà, c'est eux qui m'ont permis de réfléchir différemment et à faire des choix audacieux, en fait. Et une femme aussi, au moment où il y avait ce poste de GM à qui j'ai posé la question, qui était ma manager, et je lui ai dit est-ce que j'y vais ou pas, et elle m'a dit oui, il faut que tu y ailles, tu poseras conscience à ton recruteur. Voilà, donc c'est vraiment des gens qui comptent, et je pense que surtout au début de ma carrière, j'avais un petit peu de mal à imaginer ce genre de trajectoire et vraiment avoir cette ouverture d'écoute, en tous les cas vraiment une écoute active par rapport à ce qui peut vous être dit, parce que vous avez l'impression parfois que les gens pensent pour vous, en tous les cas, ou vous trouvent des qualités que vous ne vous reconnaissez pas en fait au démarrage, ce syndrome de l'imposteur, et être capable en tous les cas, de prendre ces réflexions-là et de les maturer. Je pense que c'est important en fait, et de ne pas les rejeter. Donc restons sur ce point-là, parce qu'on a quelques questions des internautes, des participants, sur une question de Philomène, notamment sur l'accélérateur. Est-ce que vous êtes allé les chercher, ou de ce que je vous entends, quelqu'un vous a identifié, a reconnu vos qualités et vous a un peu tiré du lot? Monica? You know, for me, it was that somebody was coming and say, look, you can do it, you should go for it. It was, I have never applied for a GM position. So it was always, we think you can do that, and I believe in you, and you go now. You know, so and this was the acceleration. It was the belief of somebody in me to go for it, and then to have the courage and the respect to go for it. That was and this is like a fil rouge in my whole professional life, I have to say. Un ange gardien, quelque part. Clarisse, t'as connu ça aussi, chez MSD? Un petit peu tout à l'heure sur les 2 jobs, mais au tout début de ma carrière comme jeune chef de produit, 0 expérience, donc jamais j'avais pensé aller postuler un poste de chef de gamme. J'étais là depuis 3 mois. Bon, voilà, c'était un peu de chance pour le coup, d'un poste vacant qui s'est libéré au-dessus, et puis les faits ont fait la donne. Et puis après, mon premier poste au comité de direction, j'étais marketeur, chef de gamme, et j'avais jamais managé au-delà de 2 personnes, dont un stagiaire, je pense. Très peu fait de vente. J'ai fait une année en tant que délégué médical. Et je me suis retrouvé à la tête d'une BU sans... Voilà. Et là, clairement, je n'ai jamais demandé. Après, il y a eu d'autres occasions. Quand je suis parti à l'étranger, clairement, j'étais en demande. Ce n'était pas pour un job, je voulais absolument aller à l'étranger. Et c'est le genre de position aussi, quand on part et qu'on sort totalement de son univers, devoir manager. Je me suis retrouvé à manager 300 personnes au Canada, depuis Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à l'île de Vancouver. Dans une langue que je parlais mais qui n'était pas la mienne, forcément ça c'est la révolution, quoi. Donc ça je l'ai voulu, et voilà, j'ai été chercher ce job là. Donc il y a eu un peu de tout, donc je pense que plus on est poussé, plus après on ose aller demander aussi. Émilie, tu as été chercher toi ces 3 personnes, dont 2 hommes? 2 hommes. En fait, je pense que ce que Clarisse disait sur le fait de choisir son laboratoire, il y a aussi le choix un petit peu de son manager. Il y a des rencontres qui se font et des connexions en fait qui s'établissent. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains, et donc on va ressentir des choses à un moment donné quand on rencontre les gens dans le cadre informel de l'entreprise ou dans le cadre plus formel d'entretien. Et on va pouvoir, même si ce sont des gens qui sont très différents de vous, en fait, on va savoir si globalement ça va bien se passer. Et je pense que le choix d'un manager qui va avoir une forme d'ouverture, ça va être important. Et donc oui, dans 2 cas, dans les 3 cas, c'était mes managers directs, mes line managers, qui étaient internationaux et qui étaient fondamentalement différents de ce que je suis, mais voilà, qui allaient pouvoir m'enrichir, et sur lequel il y avait une très très bonne relation. Donc oui, ces accélérateurs, c'est aussi des rencontres et des choses qui vont se faire au cours de votre carrière. Si vous avez envie de travailler pour quelqu'un, même si le poste n'est pas exactement linéaire, voilà, je pense qu'il faut aussi laisser un petit peu parler son intuition parfois, et prendre un chemin détourné si c'est nécessaire, parce qu'il y a des très très belles rencontres qui peuvent se faire au sein d'une entreprise en fait. Moi, pour ma part, je sais exactement. Bizarrement, mes mentors ont toujours été des hommes.
Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un peu historique. Hein. Et pour ma part, c'est vraiment... Pardon? Parce qu'il n'y avait personne d'autre avant. C'est ça, donc j'espère qu'on va pouvoir changer ça. Et je me Ouais. rappelle très bien, c'est quand j'étais à Philadelphie, et c'est lui qui m'a proposé le poste pour aller à Philadelphie, et c'est lui qui m'avait dit, tu peux faire ça. Et je pense que sans lui, Tosh Butt, sans lui, je pense que ma carrière était très, très différente. Très différente. Elle était peut-être très française, peut-être plus marketing, etc. Et je pense que c'est lui qui a vraiment orienté complètement. Laurence, es-tu avec nous? Laurence, tu es un exemple vivant de la résilience parce que ça fait bien 1 heure que Laurence essaie de se connecter. Donc, dès que tu seras avec nous, Laurence, on te laissera carte blanche pour partager ton expérience. Alors, peut-être avant de reprendre les questions des internautes, regardons maintenant, je crois que vous avez toutes partagé un peu les facteurs clés de succès, les challenges. En regardant en arrière, les erreurs, qu'est-ce que vous direz là, si c'était à refaire, j'éviterais? Ah, Laurence? Oui. Laurence. Ah, Je vous évite de parler des erreurs. magnifique. Bon, ça, Laurence. En fait, le key learning, il ne faut jamais baisser les bras. Eh bien, bravo, bravo. Donc, peut-être avant d'aller sur les erreurs, on va te laisser la parole. Est-ce que tu veux faire un résumé, raconter qui tu es, ta carrière, quel était ton plan de carrière, que tu es arrivé GM pas tardivement, mais quand même sur ce nouveau poste chez Amiral, et puis est-ce que tu as eu aussi des accélérateurs, un mentor et des facteurs clés de succès? Si tu veux nous rattraper tout ça en 5 minutes, ce serait top. Voilà, d'être concise. Donc, Laurence Sagoumi, vraiment ravie de vous retrouver. Je trouve que c'est une très, très belle initiative. Donc, moi, je suis dans la pharma depuis plus de 25 ans. Donc, j'ai occupé différents postes, marketing, vente, Salesforce Excellence. J'ai envie de dire, j'ai entendu des mots que j'appuierais très fortement. Il faut savoir sortir de sa zone de confort. Il faut être déterminé et il faut oser et se faire confiance. Parce qu'on a tendance parfois à se dire que c'est pas pour nous, on va pas y arriver. Et je crois qu'il faut s'installer dans le fauteuil et on trouvera des solutions ensuite pour faire en sorte que ça marche. Donc, zone de confort, le mentoring très important. Parce que c'est quelque chose que mentoring et networking, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on fait peut-être pas forcément nous les femmes parce qu'on est parfois très task oriented et on passe pas à tous les à côté qui permettent de s'élever et de faire quelque part exploser un peu ce platon de verre. Donc, je sais pas si j'ai tout rattrapé, j'ai essayé, mais je peux continuer à enrichir la discussion au fur et à mesure. Je ne voudrais pas ralentir le groupe. Alors, peut-être dans ta carrière, Laurence, est-ce que tu as eu un mentor ou quelqu'un ou des personnes qui ont été des véritables accélérateurs? Alors, j'ai eu des mentors, mais tard. Et je crois que c'est une erreur qu'il faut éviter. Parce que j'assimile toujours ça à une orchidée qui est une de mes plantes préférées. L'orchidée, elle va grandir, bien évidemment, mais quand elle a le tuteur et le mentor, elle est encore plus belle et elle grandit encore plus vite. Donc, j'ai eu des mentors, mais je dirais en fin de carrière. Et ce que j'ai pu apprendre aussi, c'est que quand ils n'arrivaient pas officiellement vers moi, j'allais les chercher. Voilà. Donc, il y a une question avant d'aller sur les erreurs, il y a une question d'une internaute que j'aime beaucoup, qui est de dire, est-ce que vous avez eu, au contraire, des mentors ou des gens que vous pensiez être des mentors et qui vous ont amené vers d'autres chemins? D'autres chemins que ceux auxquels on aspirait, c'est ça? Moi, personnellement, je ne me suis pas retrouvée dans ce… Ah, si. Je pourrais en parler. C'est vrai qu'au départ, j'avais fait une carrière qui était très orientée filiale. Et j'ai un mentor qui m'a
axé de manière plus précise sur la voie internationale. Et je trouve que c'est important. Moi, personnellement, ça a été très riche d'avoir cette double carrière filiale et internationale parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Et je crois que s'il ne m'avait pas mis un petit peu de pression positive, voilà, je ne l'aurais peut-être pas forcément fait. Et je l'ai fait, je suis ravie de l'avoir fait. Alors, on revient peut-être au panel là, sur l'erreur. Entre-temps, je pense que vous avez eu le temps de trouver des erreurs. On fait toutes des erreurs. Moi, je peux commencer par la mienne. Hein. Je peux vous dire que j'ai eu un moment, je devais prendre le poste de GM et en fait, on me l'a pas donné parce qu'on m'a dit tu dois te patienter encore 1 an ou 2 et j'ai dit non. Voilà. Et je pense que en regardant en arrière, je pense que ce manque de résilience ou cette impatience a fait que j'ai quitté le labo et c'est vrai que je le regrette encore après. C'est facile de le dire maintenant, mais à l'époque, je n'avais pas eu la patience. Mais moi, je veux bien. Alors, c'est pas une erreur sur ma carrière parce que je regrette rien en fait. Je me suis amusée, donc voilà. Par contre, j'ai une erreur claire qui est de ne pas avoir pris conscience de ce besoin d'advocacy pour les femmes beaucoup plus tôt. C'est que je l'ai eu très facile chez MSD. J'ai eu 3 enfants, j'ai été promue à chaque retour de congé maternité. Si vous me parlez des défis d'être une femme, j'en ai pas vu, à part moi-même et ce fameux syndrome de l'imposteur. Mais en tout cas, rien qui m'ait été imposé par l'externe. Par contre, je me souviens très clairement à l'une de mes promotions. Je me suis toujours dit, est-ce que c'est parce que j'étais une femme que je l'ai eu par rapport à un homme qui avait l'air plus capé que moi? Et puis après, je rejoins le comité de direction et puis là, je vois qu'on commence à parler quotas. Et je me suis énervée, je me suis dit, mais sans doute parce que je me suis dit, je suis là parce que j'étais dans les quotas, quoi. Et je me suis sentie dévalorisée. Et je n'ai compris qu'après de l'importance d'une action un peu plus volontariste pour faire la différence. Et je pense, sans avoir des quotas rigides, etc., si on ne s'affiche pas une ambition au sein d'une entreprise, on n'arrive pas à changer la donne. Et je pense que si aujourd'hui on voit tant de femmes arriver de JM dans la santé, c'est aussi parce que beaucoup de boîtes, il y a 10-15 ans, se sont mis des ambitions un peu volontaristes. Et donc, je regrette de ne pas avoir réalisé. Donc, c'est bien plus tard, en fait. C'est juste quand je suis arrivée au Canada, où on parlait beaucoup plus ouvertement de l'égalité homme-femme et de ses difficultés, que j'ai pris conscience de l'importance de pouvoir partager mon histoire et de soutenir d'autres femmes dans leur carrière. Voilà. Donc, voilà, l'erreur que j'avoue, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt là-dessus. Monica, Émilie? Yeah, I think it's is it an error? I would go earlier in a foreign country. I would go earlier to different countries because this, what was said about international career and being in the country is, I think is a perfect balance. And you learn so much if you go out of your comfort zone and you go out in a different country where you don't speak the language and you don't know the healthcare system or whatever, don't know the people. And it brings a lot of value for yourself. Also, I learned a lot in this part. Is it an error? I don't know, because as guys also said, I don't regret anything because I learned, even being longer in a role, I learned so much because it was also about how can I surprise my people even if I'm 5 years in the job? How can I make a difference? How I get out of my comfort zone, even knowing all the things. So to ask the critical questions, I think is necessary. The other point is how to be more bold and more courageous in the development of early talents. I think that is where I think I should have started much earlier to do so, to go for the bets, to really, if you see something, to promote the people, not only 1 level above, but 2 or 3 level. I think that is the point where I regret that I haven't done that earlier. Et toi, Émilie? Alors, moi, j'ai pas vraiment. Enfin, c'est une erreur plus en tant que jeune GM. Il y a un élément, je pense que j'avais pas totalement appréhendé.
c'est qu'à un moment donné, on est tout seul quand on est GM. On a beau avoir une équipe, on a beau avoir des gens, il y a un moment donné, il y a des décisions que vous devez prendre en tant que GM et vous êtes un petit peu toute seule à pouvoir les prendre. Et du coup, quand on commence et que c'est son premier rôle, et face à l'obstacle, et pourtant je suis quelqu'un qui a une capacité à prendre des décisions assez rapides, quand il y a des décisions vraiment importantes, on peut avoir un petit doute d'un coup, et on peut en parler évidemment à son line management, mais de manière ultime, voilà, et c'est vous qui devez prendre la décision. Et cette décision, parfois je me dis que, une fois surtout, je me dis que j'ai un petit peu tardé à la prendre et que parfois il ne faut pas reculer devant l'obstacle. Et c'est vrai que je trouve que c'est très très différent quand on est GM de quand on est patron de BU, parce que quand on est patron de BU, il y a un GM qui est au-dessus et qui va avoir la responsabilité finale et ultime. Et ce changement vraiment de rôle entre GM et non-GM, pour moi, il a vraiment été prégnant sur des décisions stratégiques pour l'entreprise. Et c'est quelque chose sur lequel je me dis aujourd'hui, voilà, ça ne sert à rien de tarder, d'attendre qu'un élément vienne nous aider à prendre la décision. Voilà, c'est notre responsabilité, il faudra l'assumer derrière. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément sur lequel, voilà, dans mon deuxième poste de GM, je pense que j'aurais beaucoup maturé. Et il faut reconnaître que quand c'est son premier poste, c'est pas facile tous les jours. Et toi, Laurence, à part n'avoir pas identifié un mentor assez tôt, est-ce que tu t'es dit, en regardant en arrière, est-ce que cette erreur, je la ferai plus? Oui, je pense qu'on apprend toujours de ses erreurs et je pense que je ne la referai plus. Il y a une chose qui, pour moi, me paraît aussi importante, c'est le networking en interne, parce que dans certaines structures, c'est important de se rendre visible pour pouvoir accéder à certaines fonctions. Donc, voilà, par moment, j'ai peut-être été un peu trop task-oriented. Voilà, allez, on y va, on est au compresseur, sans voilà, intégrer l'écosystème, on va dire, et l'environnement autour, qui pour moi est important. Après, ça dépend des structures, mais ça peut aider. Et justement, il y a eu une ou deux questions, j'ai vu dans le chat, sur le networking. Est-ce que vous avez le temps de faire ça, en plus des 3 enfants, du mari, de la belle famille et de tout le reste? Et quel est le réseau que vous conseillerez à nos participants? Il y a un mode doux, quel serait ce réseau? Il y a tellement de réseaux de femmes, de FAMA, de non-FAMA. Après, j'ai envie de dire que Clarisse, peut-être Clarisse voulait dire quelque chose. Non, vas-y. J'ai envie de dire que c'est vrai qu'on est multitask, hein, les enfants, la maison, le boulot, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut installer dans sa routine et qu'il faut essayer de faire. Et il y a le networking interne et le networking externe. Et je pense que les deux sont importants. L'interne aussi est important selon moi. Et voilà, il faut essayer de trouver le temps de le faire. Après, les réseaux externes, voilà, il y en a quelques-uns. De l'initiative que tu as eue, c'est une très belle initiative, hein, Catherine. Et je crois que ouais, il y a des réseaux externes, mais je suis moins, je les connais moins. Je ne sais pas si mes collègues ont une expérience. Non, moi je pourrais rebondir sur ce que tu disais. Alors en priorité, c'est le réseau interne quand même. Parce que voilà, pour le next job dans la boîte, voilà, c'est absolument indispensable. Après, je vois de plus en plus de valeur, en tout cas aujourd'hui dans mon job, sur le réseau externe, pour apprendre, pour me sortir de ma bulle MSD, pour être tourné vers l'externe, pour m'inspirer d'autres industries. Et là, très clairement, c'est la première fois où j'arrive à le prioriser vraiment dans mon agenda. Pas dans des clubs en tant que tel, hein, c'est plus par les rencontres, les gens choisir qui j'ai envie de voir en fait, c'est surtout ça. And I think there is also a point with the networking intern that
that it has to be broad, because I experienced also having a great network, and then the bosses move on and you get a new boss, and the new boss brings in new people, and then your network is gone and you have to restart the whole thing, you know. So it's and I experienced that, and it was a hard experience at this time. So it's also to go broader and not only to be in your line function, because it can change overnight. And Émilie? Oui, j'ajouterais, je suis tout à fait d'accord avec Clarisse, Laurence et Monica. Le réseau interne est vraiment important, et il y a quelque chose que j'observe, c'est les gens vont changer de job et d'un coup, hop, on n'entend plus parler d'eux. Et là, je parle, et je pense que c'est ça qui est important, c'est de maintenir le lien de temps en temps, pas forcément tous les jours, mais voilà, même quand on quitte une équipe, même quand on quitte un groupe, voilà, c'est d'arriver à maintenir le lien, y compris quand on est loin, on dit souvent loin des yeux, loin du cœur, et c'est ça un petit peu, je pense que dans la réussite d'avoir un bon network, c'est de penser aux gens avec qui on a travaillé, des gens avec qui on a travaillé il y a 10 ans, il y a 15 ans, et de renvoyer un petit mot, et de faire ce petit effort-là qui fait que le réseau s'entretient, et c'est des gens qui vont avoir des trajectoires potentiellement extrêmement différentes, et qui vont partir aussi dans d'autres entreprises et qui vont permettre de rayonner sur la base d'un réseau qui se construit d'abord à l'intérieur, demain et dans 10 ans, qui sera un réseau qui sera très diversifié, puisque chacun aura suivi des chemins de carrière très différents. Et je pense que c'est ce petit effort-là de continuer à maintenir le lien, y compris quand on est loin des gens avec qui on a travaillé, qui est essentiel pour avoir un bon réseau à terme. Et c'est le réseau LinkedIn, hein, c'est ce qu'on fait. Est-ce que, donc pour terminer, avant de laisser Apolline répondre, prendre quelques questions, alors nous, on est tous GM, on est tous GM, alors quelles seraient les qualités ou les compétences sur lesquelles vous allez identifier pour que l'actuel chef de produit, l'actuel chef de groupe ou le directeur de DU, vous dites lui, elle, eh ben, ils peuvent passer GM. Et je l'encouragerai, je l'aiderai, je la pousserai ou le pousserai. Il y en a beaucoup. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que voilà, ça rentre dans la définition du talent. Je crois que quelqu'un qui arrive rapidement à sortir un peu, aller au-delà de son scope, et qui est capable d'avoir un avis ou qui s'intéresse à toutes les fonctions transverses, voilà, qui sont liées à sa fonction principale. Je pense en fait, la personne qui arrive à avoir un ou deux coups d'avance, pour moi, quelqu'un qu'il faut accompagner, et qu'il faut développer pour lui permettre d'accéder à un poste à responsabilité. Les gens qui sont curieux, qui sont vifs, qui vont chercher l'information, qui posent des questions, voilà, qui sortent de leur scope, pour moi, c'est une qualité essentielle. Donc, curiosité pour Laurence. Clarisse, qu'est-ce que vous rajoutez? Je ne vais pas changer ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais dire oser. Les gens qui osent dans l'organisation, dans mes organisations, on repère vite ceux qui osent challenger, se construire, proposer des nouvelles idées, tester, expérimenter, parce qu'un GM, c'est ce qu'on fait au quotidien en fait. Donc, il faut faire des choix et donc, il faut prendre l'habitude assez tôt. Catherine, quelle qualité essentielle? Pour moi, c'est vraiment, je sais qu'on a tous le syndrome de l'imposture, mais en étant curieux et en osant, je pense que on arrive à dépasser ce syndrome de l'imposture. C'était une des questions. D'être dans une position de questionnement, poser les questions. Oui. Et aussi des communications, hein? Parce que si le GM is not communicating with the people, then it's not good. So I would add communication to that. Communication, curiosité, oser. Émilie, qu'est-ce que tu rajouterais, cette shopping list? Une forme d'humilité, parce que quand on devient GM, tout d'un coup, on a tous les process de l'entreprise à gérer, et il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas un expert. Et donc, il faut avoir cette humilité-là, de savoir s'appuyer sur les bonnes personnes de l'entreprise et d'écouter, d'avoir cette écoute active qui est très forte.
parce que vous allez passer du coq à l'âne dans 2 meetings différents, des problématiques d'accès, puis des problématiques RH avec vos syndicats, et puis après la stratégie commerciale à 5 ans. Donc, c'est tellement diversifié que je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité pour ne pas se dire qu'on sait tout sur tout, parce que vraiment, ce n'est pas le cas quand on est GM. Avant qu'on passe aux questions-réponses, moi j'aurais une dernière petite question pour vous. Les principales, qui sera un peu une synthèse de ce que vous avez dit, les principales recommandations que vous feriez à une femme qui aurait envie de devenir GM. Si on commence par Laurence, qu'est-ce que ce serait, Laurence? Moi, les principales recommandations, c'est vraiment d'oser, franchement, de se faire confiance, parce qu'on a souvent tendance à se dire, ben, même quand on nous propose un poste à responsabilité GM ou autre, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ben voilà, j'entends dire, allez-y, installez-vous dans le fauteuil, et une fois que vous y serez, voilà, vous saurez vous entourer des bonnes personnes et vous y arriverez. Il faut savoir se faire confiance, regarder le parcours qu'on a eu et se dire, mais voilà, c'est possible. Voilà, ne pas avoir peur et y aller. Voilà, en quelques mots. Monica, quelle recommandation? Yeah, I could sign all what was said. For me, it's also believe in yourself. Be courageous and believe in yourself. Moi, je mettrais qu'il faut demander et le faire savoir. Et j'ai tellement d'exemples d'hommes, hein, voilà, qui le demandent tout le temps et qui disent ah, j'ai envie d'être GM, comment je fais et tout ça. Et les femmes, je pense qu'on est un peu plus effacées. Clarisse? Il y a la question de comment on gère les enfants et la carrière en même temps qu'on a peu abordé. Et tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi, Pauline, ou quelqu'un d'autre qui disait comment tu gères tout ça, le réseau, le machin, le boulot, les 3 enfants. On ne demande jamais aux hommes cette question-là. Oui, c'est vrai. Voilà. Et, il ne le gère pas. Ça, c'est très énervant. Les choses changent, et heureusement. Mais donc, croire en ses capacités, comme le disait Laurence, mais aussi croire en ses capacités qu'on peut aussi gérer la vie à la maison et la vie au travail. Et ce qu'il faut, la chose aussi simple, moi je dis très souvent, mon job, il n'est pas très différent en termes de charge de travail qu'un chef de produit. De toute manière, une journée, elle a que quelques heures, voilà, elle a quelques heures, et il faut prioriser. Les enfants, au contraire, ça aide à prioriser aussi. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi quand on grandit à des postes à plus grande responsabilité, bah, c'est aussi, on a une équipe qui est de plus en plus senior autour de nous. C'est aussi savoir s'appuyer sur son équipe. Donc, au final, voilà, c'est croire en ses capacités pour y aller. J'aime beaucoup se faire confiance. Mais c'est aussi, voilà, que ce soit dans la capacité à prendre le job, mais aussi à pouvoir tout gérer, parce que où qu'on soit dans l'organisation, il faut réussir à tout gérer de toute façon. Émilie? Je crois que tout a été dit, hein. Vraiment, oser et croire en soi, c'est vraiment les 2 éléments essentiels pour moi. Alors, je vais ouvrir on a beaucoup de questions, donc il va falloir que je choisisse. Mais alors, une question d'Éric Chevalier sur voyez-vous des qualités différentes en tant que GM femme et GM homme? Moi, je pense que personnellement, non, parce que on a affaire aux mêmes questions, que ce soit emmener les équipes, prioriser le business, travailler avec la maison mère. Le scope est exactement le même. La manière de le faire est peut-être différente, et encore, je pense que les soft skills sont là. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Monica, Émilie, Laurence, Clarisse, vous avez d'autres commentaires à faire? You know, I think there is no difference. What I see is that females show more vulnerability. This is what I see from time. We are more to say, look, I don't know. I will come back. And this is the one what I see difference. But from a quality perspective, competence perspective, I don't see a difference.
Well, Monica, when you are saying that we are showing our vulnerability, is that something that you see as positive? Or, Yes, yeah. as a strength. It's absolutely a strength. It's absolutely a strength. Okay. Non, moi j'ai envie de dire que, thank you Monica, j'ai envie de dire que qualité, je vois pas trop de différence. Après, on a tous des personnalités différentes. J'ai souvent entendu dire des femmes, elles sont demanding, elles sont exigeantes, elles sont, voilà, des choses qu'on ne dirait pas forcément non plus à un homme. Je veux dire, je me suis toujours posé la question, mais what does it mean, quoi? Je veux dire, c'est, voilà, peut-être parce que, voilà, c'est facile un peu de se faire cataloguer dans cette voie-là. Et puis après, quelque part, bon, on gère quand même un business et je crois que sur certains points, il faut être demanding, hein, parce que sinon, voilà, on n'y arrive pas forcément. And don't get me wrong, it's not about what you say, what I also don't like. We are then in a corner of you are emotional. And, you know, I don't mean that. It's more this showing also that I don't know things and that I have to learn also. I think that is the difference. And people are associates reacting very positively on this because you show also that you are not have the whole knowledge of the world. You are a human being also. But then what's the boundary between vulnerability and humility? Because are you considering that a man will show his vulnerability? I see it less. Honestly, this is why I made the comment. I see it much. I see it less. Ouais. Je suis un peu d'accord avec Monica, je pense qu'il y a une tendance, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont comme ça et tous les hommes sont comme ça. Un peu plus de tendance le fait qu'on doute plus, ce fameux, je reviens au syndrome de l'imposteur et qui n'est pas partagé par toutes les femmes non plus, mais le fait qu'on doute davantage, peut-être que ça a un impact au final sur les soft skills. Donc il y a une tendance. Après, au final, voilà, il faut qu'on délivre nos chiffres. Oui, c'est clair. Mais dans le style, ça peut changer un peu. Et à nouveau, c'est une tendance parce que c'est pas vrai à 100%. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui nous est arrivé dans une chasse à GenSearch qu'a réalisé Sébastien pour un membre de board de start-up. Et il a approché des hommes et des femmes. Et les hommes disaient, oui, c'est très intéressant, je suis candidat. Et les femmes disaient, c'est très intéressant, je suis candidate, mais je voudrais juste vérifier dans mon emploi du temps que j'aurai la possibilité de consacrer les jours nécessaires à ce que me demandent ces start-up avant de vous dire oui. Mais aucun homme, a priori, n'avait besoin de vérifier dans son agenda si c'était possible ou pas. Donc, je cherche pas les enfants. et aussi, Pauline, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va s'installer dans le fauteuil, il va trouver la solution. Nous, on va dire, on va contourner, est-ce que je vais y arriver, est-ce que si, est-ce que ça, et le paramètre, et voilà. C'est là où c'est un peu différent, je pense. Et ça revient à tout ce qu'on a tout dit, il faut y aller, il faut oser, et il n'y a pas de raison. Il y a une question qu'on vous pose sur celles qui ont un parcours moins classique, donc je pense Émilie peut-être en première ligne. Est-ce qu'il y a des formations que vous avez pratiquées qui vous ont aidé à vous sentir à l'aise? Est-ce qu'il y a des formations que vous recommanderiez? Alors, non. Désolée, je n'ai pas de baguette magique. Non, je pense qu'il faut avoir beaucoup de curiosité. En fait, même quand on est dans des fonctions qui sont moins classiques, en fait, on est exposé à tout ce qui se passe dans le business. Et c'est aussi l'intérêt d'être, je dirais, un petit peu à l'extérieur. Alors, je ne dis pas qu'être à l'intérieur n'est pas bien, hein, mais quand on est à l'extérieur, on a visibilité sur tout ce qui se passe à travers toutes les BU quand on est dans un grand groupe. Et donc, on va pouvoir apprendre. Et donc, c'est aussi dans les échanges que vous allez avoir avec ceux et celles qui sont patronnes de BU, leurs problématiques, et avoir un intérêt qui va aller au-delà de votre fonction. Par exemple, quand vous êtes dans une fonction où j'ai longtemps été en commercial excellence, oui, vous allez entendre parler des problématiques d'accès, mais ce n'est pas dans votre scope, mais est-ce que vous allez vous y intéresser? Et finalement, aujourd'hui, en tant que GM, je retrouve ces problématiques-là qui ont été évoquées par des gens qui étaient mes pairs au comité de direction de Pfizer, mais pas en tant que directrice de BU. Et je pense que
j'ai envie de dire, c'est quasiment de l'apprentissage informel, en fait, qui va faire votre culture, en fait, votre culture pharmaceutique. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, que j'ai beaucoup appris, en fait. C'est cette exposition quasiment à 360 dans l'entreprise qui me permet aujourd'hui, je pense, d'occuper ce poste de manière fluide, en fait. Même si je ne l'ai pas fait moi-même, c'est d'y avoir été exposée de manière indirecte et d'avoir écouté et d'avoir pris le temps de comprendre et de poser des questions. Et pour rejoindre un petit peu cet apprentissage sur le tas, si je peux dire, pour celles d'entre vous qui ont pris des postes à l'étranger, quels ont été, à votre avis, les points décisifs à ce moment-là pour la réussite de cette expérience? Je reprends les questions des internautes. Moi, je veux bien partager que j'ai eu l'opportunité d'aller, même si c'est pas très loin, donc au global. Le global était en Belgique, mais ça restait quand même un choix à la fois professionnel et personnel. Je pense que il y avait l'opportunité professionnelle, mais j'ai considéré aussi l'opportunité personnelle. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est plus facile quand on a été un peu immergé dedans aussi, quand on était un peu petit. Voilà, donc je me suis dit, pour les enfants, c'est une belle opportunité de découvrir une autre culture, de sortir eux aussi de leur zone de confort. Ça a été compliqué, parce que s'est retrouvé en Belgique à la fin de l'année scolaire, le cauchemar, quoi. Mais pour autant, je crois que à la fois eux et moi, on s'en est sortis grandis par cette expérience. Donc, je trouve que c'est une expérience qui gagne à être vécue. Et moi, clairement, quand j'étais partie à Philadelphie, c'était le conjoint. Parce que mon mari n'avait pas retrouvé, alors qu'il était dans un beau cabinet de conseil, il n'avait pas retrouvé du travail, il n'avait pas de visa, ils sont mariés, ils ne sont pas mariés, et donc en fait c'était quand même un vrai challenge personnel. Et Clarisse, dans ce parcours à l'étranger, est-ce qu'il y a eu des éléments décisifs dans la réussite à l'étranger? Déjà, je rejoins Laurence, je recommande à 400%, voire on parle souvent des entreprises, il faut absolument qu'un talent soit mobile, etc. Alors, ce n'est pas indispensable, mais je pense que ça fait tellement grandir que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher dans son parcours. D'un point de vue zone de confort, il n'y a pas mieux pour en changer. D'un point de vue diversité culturelle, etc. Apprentissage de l'anglais aussi, éventuellement, si on ne maîtrise pas à fond. Donc clairement, l'étranger, oui. Difficile, oui, parce que quand on gère de carrière, c'est pas simple. Nous, on a réussi à faire ça à deux pendant 7 ans. Donc voilà, ça s'est bien goupillé. Alors parfois, il faut aller chercher un peu les occasions aussi. Je pense que c'est pas simple, mais si on le veut, c'est là où il faut... Alors ça dépend des situations de chacun, mais si jamais c'est possible d'aller à l'étranger, trouver le bon timing, etc., faut forcer un peu le destin parfois. Voilà. Voilà, la chance peut aider aussi, les opportunités, mais si c'est quelque chose qu'on a à cœur, en allant chercher vraiment ça apporte tellement par ailleurs. Il y a des sacrifices, c'est sûr. C'est difficile, on n'a pas toujours, on est tellement... sans dessus-dessous pendant au moins 1 an que du coup on ne profite pas de la même façon, mais on gagne tellement par ailleurs de cet enrichissement que voilà. Je voudrais partager avec vous une bonne nouvelle, c'est qu'on a eu l'occasion d'échanger avec Paris-Saclay sur l'université de Paris-Saclay, enfin, plus que l'université, le campus Paris-Saclay, sur les nouvelles formations qu'ils mettent en place pour répondre aux exigences des métiers de demain de l'industrie de santé. Et ils ont décidé que les formations, quelles qu'elles soient maintenant, il y aurait des stages à l'étranger obligatoires. Non, ce ne serait plus une option, mais une obligation. Je pense que c'est une très bonne chose. On vous demande aussi dans les questions votre avis sur la parité. Sur la parité. Je peux peut-être partager une perspective. C'est comme Clarisse, je faisais partie d'un groupe où
où la question de la position de la femme ne se posait pas chez Pfizer. Et donc, finalement, c'était un petit peu un non-sujet pour moi. Et puis, je me suis retrouvée plus récemment dans des réunions où j'étais quasiment la seule femme au sein d'un océan de costumes sombres. Et d'un coup, on se rend compte que la place de la femme dans l'entreprise, elle n'est pas forcément gagnée partout et que toutes les entreprises n'ont pas maturé cette question de la place de la femme à la même vitesse, en fait. Et c'est en train de se développer, c'est une certitude, c'est des choses qui sont aujourd'hui vraiment ancrées dans les cultures d'entreprise. Mais quelque chose qui était un non-sujet pour moi il y a encore 3 ans devient un sujet et un sujet sur lequel, oui, je pense qu'il faut pousser la parité puisqu'on voit bien hein, dans tous les échanges qu'on a eus ce soir, on ose moins. On demande beaucoup plus la permission pour faire, pour oser se lancer. Et donc, je pense que oui, il faut créer cette culture, en tous les cas, de la valorisation des femmes au sein de l'entreprise et ne pas croire qu'aujourd'hui, en 2021, c'est acquis partout parce que, sincèrement, ce n'est pas encore le cas. Il y a des entreprises qui ont encore un long chemin à parcourir et il faut les aider puisque je pense que tout le monde est en train de prendre ce virage, mais pas forcément à la même vitesse et pas forcément avec le même point de départ. Monica? Yeah, I totally agree. Look, when I started, I was the only woman in a direction. I was the only woman who was in a position of a GM when I went to a pharma association at this time. And you know, it has to change. I think the parity is really important, and you have a lot of studies showing that the innovation index goes up. You know, there is a lot of advantages to have this parity also for the business and for all. So, and this is what I said before, it's also on us to make a difference there, being in this position. Continue mon petit tour de table, Laurence. Oui, je pense que je crois que c'est un bel équilibre. Il faut chercher à retrouver un bel équilibre parce que c'est des modes de fonctionnement différents. Les hommes et les femmes n'approchent pas une problématique de la même façon. Donc, cet équilibre est important. Et j'ai envie de dire, au-delà de la parité, je crois que ce qui est important, parce que je n'ai peut-être pas forcément eu la chance de pouvoir bénéficier de ça. Moi, j'ai vraiment à cœur dès l'instant où j'identifie un talent, quel qu'il soit, homme ou femme, j'ai tendance à pousser. Mais j'ai à cœur quand c'est une femme, de vraiment faire en sorte, parce que je sais que le chemin va être plus compliqué, donc vraiment d'essayer de l'accompagner, à développer, lui donner les tips and tricks, que j'ai pu expérimenter. Et je crois qu'entre s'entraider, c'est important. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous, en entreprise, mais je n'ai pas tellement vécu cette entraide un peu féminine qu'on sent peut-être plus au niveau masculin, quoi. C'est le sentiment que j'ai et c'est peut-être quelque chose que faut peut-être développer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si j'ai pas eu l'occasion de voir solidarité masculine, je ne sais pas. Je ne peux pas observer. Je pense qu'un peu plus effectivement quand côté femmes, effectivement pour partager l'expérience ou des tables rondes, les Women Network, des choses comme ça qui existent dans nos entreprises quand même. Ensuite, la question sur la parité que tu poses, Pauline, ou que quelqu'un a posée. Moi, je pense que rien que le fait qu'on est réunis aujourd'hui, c'est qu'il y a un sujet. Donc, je pense qu'il faut continuer à œuvrer vers plus d'égalité. Alors, c'est homme-femme, même si je disais au démarrage que j'étais extrêmement optimiste et que je pense que il y a des progrès très rapides qui se font. Et après, il y a tous les autres sujets de diversité qu'il faut ouvrir. Et quand on voit à quel point c'est dur pour les femmes, et c'est 50% de la population, toutes les autres diversités, faut les accueillir et être encore plus volontaristes. Catherine, tu veux dire quelque chose? Je suis totalement d'accord avec tout ce qui vient de dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, nous, on se retrouve dans une position où dans des équipes de femmes, on nous dit dans la pharma, s'il vous plaît, trouvez-nous un homme. Et
Et on dit pourtant, il n'y a que des femmes dans ces fonctions-là. Donc, je regarde les questions. Est-ce que vous avez eu l'impression de vous donner des autorisations pour franchir certaines étapes? Donc, oui, nous donner des autorisations. Demander des autorisations ou À un moment, s'autoriser à faire quelque chose qu'on ne s'autorisait pas jusque-là à faire. Alors moi, c'est peut-être très culturel. Et je pense que étant élevé dans le respect de la hiérarchie, le respect du culte des ancêtres, des parents, je pense que je respectais beaucoup trop la hiérarchie. Beaucoup trop. Et je pense maintenant, je le ferai beaucoup moins, tout en étant extrêmement respectueux, etc. Mais je pense que j'idéalisais beaucoup trop la hiérarchie et je pense que ça, c'est un des freins qui fait qu'on n'ose pas approcher une telle personne, qu'on n'ose pas se présenter tout simplement. Et ça, je pense que je le referai plus. Je partage, Catherine. Ouais. Et puis peut-être, pour ajouter aussi, c'est le syndrome de la bonne élève. Hein. C'est pas de l'imposteur, mais on veut toujours être premier de la classe, on veut vraiment, oui, d'avoir les félicitations, les remerciements, et ça, c'est pas possible. Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut dépasser ça, et si on veut aller oser et réussir, il faut vraiment sortir mentalement de ces schémas. Et dans les questions qui vous sont posées, il y a aussi la question, avez-vous rencontré des obstacles en tant que femme? Des obstacles qui vraiment, à votre avis, vous sont arrivés parce que vous étiez des femmes? Allez, j'attaque. Émilie, qu'en penses-tu? J'étais en train de réfléchir. Alors oui, c'est des situations qui sont très personnelles. Enfin voilà, on vit des moments en tant que femme de maternité, pas forcément toujours très évidents. Et oui, c'est des moments qui peuvent être difficiles où le personnel vient s'entrechoquer avec le professionnel. Et c'est des questions qui se posent moins pour les hommes. Et donc oui, moi je trouve que ça peut être un obstacle, non pas en progression de carrière, mais je veux dire quand on est dopé aux hormones, voilà, il y a une réalité qui peut s'imposer à nous et on n'est pas totalement en maîtrise, voilà, de ce qui peut se passer. J'étais encore jeune, hein, j'avais une trentaine d'années, j'avais un gros poste à l'international, beaucoup de voyages et c'est vrai que j'étais vraiment très fatiguée et je pense que j'ai pas tiré la sonnette d'alarme assez tôt sur le fait que j'avais besoin de prendre un break en fait et c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas vivre et vraisemblablement, on aura du mal à comprendre parce que jamais il sera à notre place, en fait. Donc, on ne peut même pas lui en vouloir de ne pas comprendre, en fait. Il a beau y mettre toute son empathie et tout son cœur. Et donc, peut y avoir, en tous les cas, je ne pense pas que toutes les femmes le vivent, mais en tous les cas, moi, je l'ai vécu et d'avoir eu un moment de déconnexion entre moi, ce que je vivais dans ma maternité et ce que mon boss, en fait, attendait de moi à ce moment-là. Et c'était à moi. Et je pense que voilà, c'est avec le recul, c'est aussi à nous de savoir dire stop et voilà, et de se détacher de ce que Catherine disait, de cette image de la bonne élève et de vouloir absolument tout concilier. Il y a des moments où je pense qu'il vaut mieux savoir dire stop et disparaître 4-5 jours et revenir en forme et parfaite plutôt que d'essayer de s'échiner et finalement d'arriver à un point presque de rupture et où on va être du coup beaucoup moins performante en fait. Et oui, je pense qu'il ne faut pas se cacher que la maternité, c'est quand même quelque chose qui nous transforme. Donc voilà, c'est un élément qu'on ne peut pas masquer. On peut dire qu'on est égaux avec les hommes, mais il y a quand même quelque chose qu'on vit qu'ils ne vivent pas. Qui d'autre a envie de dire quelque chose sur ce sujet? Vaste sujet. You know, I had once in my life the impression I should be a male. And this was when I started and all this, and I was the only woman, and all these male wanted first to show me that I'm the little girl and they are the big guys, you know. And then I came home and said, why I cannot be a big guy and so on. This is when I felt that
it's an obstacle to be a female, but it's also what the thoughts made with me, and it's my, and it's going out of your comfort zone and also stand up. And what Catherine said is the posture also. It's sometimes the environment can like feel you that you are like excluded, or because you're the only woman, or males try to show up how great they are. And I think then it's on us to also go to the posture. And I had this 2-3 times in my life. And I think we all have that in a certain circumstances. But we should not shy away to stand up and stand up for that, what we are as a human being, and our competence. We should not shy away to show that also. Catherine, est-ce que tu as quelque chose à partager? Non, c'est très personnel, hein. Je pense que... Ouais. On vous pose aussi la question de savoir, vous avez parlé de vos mentors, et si à l'inverse, il y a des managers qui vous ont tiré vers le bas? Ça existe, oui. Oui. J'en ai beaucoup, moi. Oui, Catherine. Je ne citerai pas les entreprises, mais Ouais. peut-être pas vers le bas, mais peut-être pas aussi vite qu'on aurait voulu. Moi, j'ai eu un pervers narcissique pendant 2 ans et demi qui m'a fait perdre totalement confiance. Ouais, ça, je peux en parler des heures. Ouais, on a... Et, Ouais. donc, ça existe partout, oui, bien évidemment. Oui, je suis d'accord avec Larry, ça existe. Et voilà. Après, il y a 2 façons d'être tiré par le bas. Parce que la personne ne vous nourrit pas, ou aussi, non seulement elle ne vous nourrit pas, mais elle peut vous faire perdre confiance. Alors ça, c'est la double peine, quoi. Donc, faut essayer de sortir de là. C'est jamais facile, hein, mais le plus rapidement possible, parce que quand on commence à douter de soi, alors là, c'est le cercle infernal, quoi. Et là, pour ressortir de là, voilà, faut en vouloir, quoi. Donc, c'est pas évident, mais ça existe, et ouais, faut. Moi, j'en parle souvent, j'en ai parlé récemment dans mon entreprise, parce que c'est très important de réussir à en parler quand ça arrive. Moi, je me souviens de l'expérience que j'ai vécue où, effectivement, exactement ce que dit Laurence, au bout de 3 mois, je me suis... Alors, voilà, aujourd'hui, vous pouvez voir, j'ose, voilà, au bout de 3 mois, j'avais perdu toute confiance en moi, j'étais moins que rien. Et en fait, voilà, la seule façon de s'en sortir, c'est de le réaliser et de le partager, parce que sinon, on part dans une spirale infernale. Ouais. D'où l'importance d'avoir un réseau autour aussi avec qui partager ça. Exactement. Ouais. Là, c'est une autre discussion encore. Oui. C'est sûr. Pour ça, mais il y aurait beaucoup à dire. Donc, je regarde encore les quelques questions qu'on a. Ah oui, une question. On vous demande de décrire vos tâches et vos activités en tant que GM. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Non, ça ne vous inspire pas? Je crois qu'Émilie a un peu répondu tout à l'heure. C'est vraiment un multitask. Hein. C'est voilà, il faut être très agile dans la tête et voilà, savoir. Voilà, il y a des expertises. Vous travaillez forcément avec des gens qui sont des experts, et c'est vrai que moi je dis voilà, j'ai pas la science infuse non plus. Hein. Je vais pouvoir orienter, diriger, donner des avis, et après il faut se reposer aussi sur les experts, quoi. Mais c'est très très vaste. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas fantasmer. Enfin, après, c'est mon expérience, mais on le voit déjà quand on est dans un comité de direction. Hein. Il y a des sujets évidemment stratégiques, mais il y a aussi énormément de sujets très, très opérationnels. Les machines à café, le bâtiment, les places de parking. Enfin, il faut avoir conscience de ça. Le poste de GM est un poste extrêmement opérationnel. Si des gens qui nous écoutent veulent faire de la stratégie
d'entreprise, il faut aller au corporate, il faut aller dans des fonctions globales. Quand on est GM, évidemment, on a des éléments de stratégie commerciale, marketing, sur comment on va driver le business, et ça va être malgré tout une composante importante de notre poste. Mais il y a aussi énormément de sujets qui sont des sujets du quotidien sur l'aide des employés, sur comment on va amener notre filiale là où on veut qu'elle soit, et avec des sujets qui peuvent être très très opérationnel, et j'ai souvent le retour de « Ah, mais vous discutez de ça en comité de direction ?» Et oui, en comité de direction, il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets très 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 opérationnels, et pour avoir fait plusieurs comités de direction, c'est le cas. Voilà, et c'est le cas partout, c'est pas propre à une entreprise. Et je pense qu'il y a peut-être un fantasme sur les sujets qui peuvent être discutés en comité de direction, et certains qui sont vraiment liés au quotidien en fait. Alors tout ça est très vrai, hein, tout ce que vous avez dit. On peut rajouter quand même une tâche assez passionnante et très importante dans le rôle, qui est tout le rôle en externe. Et ça, c'est quand même, j'ai envie de dire, 50% du job. Et c'est celui sur lequel on a sans doute le plus d'impact, parce que c'est vrai qu'en interne, vous l'avez dit, il faut savoir se reposer sur les experts qu'on a en interne sur les différentes fonctions. Voilà, donc je voulais juste rajouter ça parce que c'est une très grosse part du job. Et peut-être aussi aujourd'hui, le GM, en tout cas d'une filiale, on est de plus en plus dans des organisations très matricielles. Donc, on ne faut pas imaginer que c'est le GM qui est comme le calife qui décide de tout. C'est faux, c'est totalement faux. On travaille beaucoup avec le global, on travaille avec beaucoup d'interlocuteurs. Et en fait, le GM est un peu ce chef d'orchestre qui fait que tout le monde joue la même musique pour un pays. Mais aujourd'hui, on est très, très dépendants les uns des autres. Et cette transversalité est en tout cas très, très forte. Monica, quelque chose à rajouter sur le rôle du GM? No, I think what I love on this job is the breadth. You know, this is because you have so many topics, and you're also the one who brings external and internal together. And with the talent development and all what was said, I think it's a great job. I love it. On arrive maintenant à la fin de l'événement, et je voudrais vraiment vous dire un très très grand merci à toutes les 5, parce que déjà en préparant cet événement, j'ai eu beaucoup de plaisir à converser avec vous 5. Laurence avait dit que c'était un moment rafraîchissant. Le plaisir était vraiment partagé, mais j'ai retrouvé honnêtement cette sincérité, cette spontanéité que vous aviez eue dans nos échanges. Dans nos échanges là, et puis on a eu beaucoup de participants, beaucoup d'inscrits, beaucoup d'étudiants dans cet événement, donc c'était un de nos souhaits à toutes d'espérer qu'il y aurait des jeunes pour leur transmettre ça. Donc merci pour cette table ronde pleine d'énergie, pleine vraiment d'inspiration pour les femmes qui ont envie de suivre vos traces. Merci à tous ceux nombreux qui ont été connectés. Encore désolé, tous ceux qui ont eu, et notamment Laurence, vraiment la palme des soucis techniques. Merci pour votre résilience. Et puis, j'espère que vous serez nombreux à vous connecter à nos prochains événements. Un grand merci. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.